Et si je vous disais que la toute première étape pour perdre du poids, ce n'est pas de manger moins, mais au contraire, de continuer à manger exactement comme on le fait maintenant? Ça semble complètement contre-intuitif, n'est-ce pas, Evelyne? Totalement. On pourrait même dire qu'il faudrait se forcer à manger cette pâtisserie qu'on prend tous les jours. On dirait une recette pour l'échec. Et pourtant, c'est sûrement le secret le mieux gardé d'une transformation réussie. C'est l'étape que 99% des gens ignorent. Et c'est souvent pour ça qu'ils échouent. C'est exactement la question qui nous intéresse aujourd'hui. Comment une approche qui en apparence ne change rien peut être en fait le fondement d'un changement durable? Bonjour à toutes et à tous. Au cours des prochaines minutes, on va décortiquer une méthode qui transforme la perte de poids. On passe d'une sorte de loterie frustrante à une science quasi mathématique. Oui, on va plonger dans cette phase cruciale qu'on appelle la standardisation. C'est un peu le diagnostic avant le traitement. Ah, j'aime bien l'image. Et sans un bon diagnostic, même le meilleur plan du monde est voué à l'échec. Absolument. Et avant d'aller plus loin, un rappel important. Les informations qu'on partage ici sont à but éducatif. Elles ne remplacent en aucun cas un avis médical professionnel. Oui, pour des conseils personnalisés, consultez toujours un professionnel de la santé. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va explorer cette idée de fondation. Pourquoi est-ce qu'on compare ça à la construction d'une maison? Ensuite, on verra ce que standardiser veut vraiment dire, et surtout ce que ça n'est pas. C'est là que ça devient assez surprenant. Et enfin, on passera au concret, les outils, la méthode et pourquoi cette phase est la clé de voûte de tout le processus. Prêt? Allons-y, C'est c'est parti. parti. Alors, cette analogie de la construction d'une maison, au début, ça m'a paru un peu, je sais pas, un peu cliché, Oui, on peut le penser. mais plus on y réfléchit, plus c'est pertinent. C'est une image incroyablement puissante. Vraiment. Parce qu'elle illustre une erreur fondamentale. Laquelle? Personne de sensé ne commencerait à monter les murs d'une maison sur un terrain, disons, marécageux, sans avoir coulé des fondations solides en béton. Non, évidemment. Pourtant, c'est ce que des millions de gens font avec leur alimentation. Ils se jettent sur le dernier régime à la mode, qui est l'équivalent des murs et du toit. Hmm. Sans avoir la moindre idée du sol sur lequel ils construisent. Exactement. D'accord. Donc, si on file la métaphore, le sol, ce sont nos habitudes actuelles. Et la fondation, c'est quoi concrètement? La fondation, c'est la connaissance chiffrée, précise, objective, de son point de départ. Ce n'est pas une vague estimation du genre «je mange plutôt sainement». Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est un chiffre. C'est savoir à 10 calories près combien d'énergie on consomme en moyenne chaque jour. Et surtout, c'est connaître la répartition, combien de grammes de protéines, de glucides, de lipides. C'est ça la baseline, le point de référence absolu. Et c'est ça que le bas de blesse. La plupart des gens, et je m'inclus dedans, n'ont aucune idée de ces chiffres. On navigue complètement à vue. On se base sur des sensations, des suppositions. Voilà. Et c'est la raison numéro un des échecs, d'après les sources. On télécharge un plan alimentaire générique trouvé sur Internet. Oui, qui promet monts et merveilles. Voilà. Mais ce plan a été conçu dans le vide. Il n'a aucun lien avec la réalité de la personne qui va l'appliquer. Il ne tient pas compte de son métabolisme, de son activité et surtout de son apport calorique de départ. C'est un peu comme si un architecte donnait les plans d'une maison sans jamais avoir vu le terrain. Il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. C'est la meilleure image possible. Ce plan a peut-être marché pour la personne qui l'a créé, mais pour quelqu'un d'autre, c'est joué à la loterie. Hmm. Sans cette fondation de données personnelles, on s'expose à une frustration quasi certaine. On va suivre le plan, on va souffrir et on ne verra aucun résultat. Simplement parce que le plan n'était pas calibré pour notre point de départ. Ok, l'idée de la fondation est très claire. Mais ça m'amène à une question. Si je dois continuer à manger mon croissant tous les matins pendant cette phase, à quel moment est-ce que je commence à perdre du poids? En quoi consiste vraiment cette fameuse standardisation? C'est là qu'on touche au cœur du paradoxe. Cette première phase va à l'encontre de tous nos réflexes. L'objectif n'est absolument pas de commencer à mieux manger. Ah, ni à réduire les portions ou à faire des choix plus sains. L'objectif est unique, la collecte de données brutes. C'est un audit, un état des lieux, sans jugement et sans modification. Attendez, je vous arrête. Ne rien changer. C'est difficile à avaler. Si quelqu'un se sent déjà coupable de manger une pâtisserie tous les jours, l'idée de devoir la noter noir sur blanc, ça pourrait justement le pousser à arrêter, ne serait-ce que par gêne. C'est une excellente remarque. C'est le principal obstacle. Il y a une règle d'or absolue pour cette phase. Manger exactement comme d'habitude. Si on a l'habitude de boire un soda à midi, on continue.
D'accord? Si le soir, c'est pizza devant la télé, on continue. Si on ne mange jamais de légumes, ce n'est surtout pas le moment de commencer. Il faut lutter contre ce que j'appelle le syndrome du bon élève. Le syndrome du bon élève. J'aime beaucoup l'expression. C'est cette envie de montrer une meilleure version de soi-même, même si on est la seule personne à regarder les résultats. Précisément. Le but ici n'est pas d'obtenir de bons résultats, mais des résultats vrais. L'honnêteté est 1000 fois plus importante que la perfection. Pourquoi? Parce que si on change ses habitudes pendant cette semaine de suivi, les données collectées seront faussées. La fondation sera construite sur un mensonge, sur un comportement temporaire qui n'est pas représentatif de ce qui a causé la situation actuelle. Donc si je décide de remplacer ma tartine de confiture par un fromage blanc 0% pendant la semaine de suivi, en fait, je me tire une balle dans le pied. Totalement. La moyenne calorique à la fin de la semaine sera artificiellement basse. Elle ne reflètera pas ma réalité. C'est la recette parfaite pour la catastrophe. Toutes les étapes suivantes, notamment le calcul du déficit calorique, seront basées sur cette donnée erronée. On va mettre en place un plan qui, sur le papier, devrait fonctionner, mais qui ne donnera aucun résultat. Et là, c'est la démotivation assurée. C'est la porte ouverte à la démotivation. Je fais tout bien, mais ça ne marche pas. Alors qu'en réalité, le plan a été mal calculé dès le départ, parce que la fondation était bancale. C'est fascinant de voir à quel point la psychologie joue un rôle. Il faut donc aborder cette phase comme un scientifique qui observe un phénomène sans chercher à l'influencer. C'est exactement ça. C'est une photographie, pas un projet de rénovation. Une photographie honnête et sans filtre. Même si on n'aime pas ce qu'on voit sur la photo, c'est la seule chose qui permettra de savoir où faire les retouches plus tard. Il faut se déconnecter de l'émotionnel et se concentrer sur la donnée pure. Bon, on a bien compris le pourquoi et le quoi, mais maintenant la question pratique se pose. Comment on fait pour que cette photographie soit nette et pas complètement floue? Oui, quels sont les outils? C'est ça. Parce que j'imagine que dire j'ai mangé des pâtes, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit absolument pas. On entre dans la partie où la précision n'est pas négociable. Pour passer de la supposition à la certitude, deux outils sont indispensables. Lesquels? Le premier, c'est une application de suivi alimentaire. Il en existe des dizaines, la plupart sont gratuites et très bien faites. Le second, et c'est souvent celui qui fait grincer des dents, c'est une simple balance de cuisine. La balance de cuisine, j'avoue que ça peut paraître fastidieux, voire obsessionnel pour certains. Pourquoi est-ce si crucial? On ne peut pas juste estimer? C'est un piège redoutable, notre perception est incroyablement défaillante. Les études montrent que la plupart des gens sous-estiment le rapport calorique de 20 à 50%. Ah oui, quand même. C'est énorme. C'est la différence entre une perte de poids et une prise de poids. Dire «j'ai mangé un sandwich» ne veut rien dire. Entre un petit pain avec une tranche de jambon et une grande baguette avec mayo, fromage, on peut passer de 300 à 900 calories. Je vois. Une poignée d'amandes, selon la taille de la main, ça peut varier de 100 à 300 calories. Bien sûr, Et une cuillère d'huile d'olive pour la salade, si on ne la mesure pas, on peut facilement tripler la dose sans s'en rendre compte. c'est tout à fait ça. L'huile, les noix, les sauces, le fromage râpé, ce sont des sources de calories très denses, où l'estimation est notre pire ennemi. Sans la balance, on ne collecte pas des données, on collecte des opinions. Et on ne construit pas une maison sur des opinions. Voilà. Peser ses aliments pendant cette courte période, ce n'est pas une obsession. C'est juste le moyen de transformer une approximation en une certitude. Et combien de temps doit durer ce suivi rigoureux pour être fiable? Un week-end? Non, ce serait trop court. Nos habitudes varient énormément entre la semaine et le week-end, entre un jour de travail stressant et un jour de repos. C'est vrai. Les sources recommandent une durée de 1 à 2 semaines complètes. 7 jours, c'est le minimum absolu. Ça permet de lisser les variations et d'obtenir une moyenne vraiment représentative. D'accord. Donc, 1 à 2 semaines de suivi honnête, précis, avec une balance et une application. Et à la fin, on obtient ce fameux chiffre magique, notre rapport de maintien. Oui, Et c'est là que tout le reste du puzzle se met en place, j'imagine. c'est le point de connexion. C'est le moment où l'on passe de l'observation passive à la stratégie active. Ce chiffre, c'est votre maintien calorique estimé. C'est le nombre de calories qu'on consomme pour que le poids reste stable. Exactement. Une fois qu'on connaît ce chiffre avec précision, la perte de poids devient une simple question de mathématique. Parce qu'on peut enfin calculer un déficit calorique qui a du sens. Si on sait qu'on est à 2500 calories, on peut viser 2200 de manière contrôlée, Voilà, au lieu de se lancer dans un régime à 1500 calories au hasard, ce qui serait trop drastique et intenable. c'est la clé. Sans connaître son point de départ, fixer un objectif est impossible.
C'est comme vouloir planifier un voyage en voiture sans savoir où on est sur la carte. Hmm. On a la destination, Paris, mais si on ne sait pas si on part de Lille ou de Marseille, le chemin ne sera pas du tout le même. Cette phase de standardisation, c'est tout simplement allumer son GPS. Alors, mettons-nous à la place de quelqu'un qui nous écoute et qui se dit « Ok, je suis convaincu, par où je commence ?» Concrètement, quel serait le plan d'action en 3 étapes? C'est très simple. La première étape, c'est l'équipement. Télécharger une application de suivi, peu importe laquelle, et acheter une balance de cuisine si on n'en a pas. C'est un petit investissement pour un retour énorme. Étape 1, les outils. C'est clair. Ensuite, étape 2, l'engagement. Se fixer une date de début et s'engager à tout peser et tout enregistrer pendant au moins 7 jours consécutifs. Et je dis bien tout. Le carré de chocolat, l'huile dans la poêle, le sucre dans le café, tout. Et le plus important, le faire sans aucun jugement. Se rappeler constamment qu'on est un scientifique qui collecte des données, pas un accusé au tribunal de la nutrition. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise journée, il n'y a que des données. Voilà, Et la troisième et dernière étape? c'est l'analyse. À la fin de la période, l'application donnera une moyenne quotidienne pour les calories, les protéines, les glucides et les lipides. Il faut regarder ces chiffres. Ce sont les fondations. Ce n'est plus une vague idée, c'est un fait. C'est un fait. Et c'est sur cette base solide qu'on pourra ensuite construire une stratégie intelligente, personnalisée et efficace. On a parlé de l'obstacle du syndrome du bon élève. Est-ce qu'il y a une autre difficulté fréquente à anticiper? Oui, la gestion des repas à l'extérieur, au restaurant ou chez des amis. C'est souvent une source de stress. Ah oui, Dans ce cas, la perfection n'est pas possible, mais on peut faire de son mieux. Estimer les quantités, choisir des plats simples, et l'enregistrer dans l'application en étant conscient que c'est une estimation. Si ça n'arrive qu'une ou 2 fois sur la semaine, l'impact sur la moyenne sera limité. l'important est de ne pas abandonner. Surtout pas. Ne pas abandonner tout le suivi à cause d'un seul repas imparfait. Très bon conseil. Pour résumer notre discussion, ce qui me frappe, c'est que la première étape d'une perte de poids réfléchie n'est pas une action de privation, c'est une action d'information. C'est ça. Il s'agit de remplacer le «je pense que» par le «je sais que». Si on devait retenir 3 points essentiels, ce serait cela. Premièrement, une perte de poids durable se construit sur une fondation solide, la connaissance précise de son point de départ calorique, c'est non négociable. Deuxièmement, cette phase de standardisation n'est pas un régime, c'est un audit objectif et sans jugement de ses habitudes actuelles. L'honnêteté envers soi-même est la seule règle. Et enfin, troisièmement, c'est cette collecte de données qui fait toute la différence. C'est ce qui permet de passer d'une approche basée sur la chance à une stratégie personnalisée, presque mathématique, qui maximise les chances de succès. Donc la prochaine fois que l'idée d'un régime se présentera, la première question à se poser n'est pas quel régime choisir, Mon. mais est-ce que je connais mon véritable point de départ ou est-ce que je suis encore en train de deviner? Savoir où l'on est, c'est la première étape, et la plus importante pour décider intelligemment